Bonjour tout le monde, en ce beau dimanche du 21 mai, 9 heures au Québec, 15 heures en Europe, au Maroc. Je crois qu'au Maroc en ce moment, je ne sais plus si c'est la même heure qu'en Europe. En tout cas, quel que soit l'endroit où vous êtes, bienvenue tout le monde. Merci Marjolaine pour ton accueil. C'est toujours un plaisir. Alors, on va être prêt à commencer, c'est l'heure. J'imagine que vous vous êtes assuré de ne pas vous faire déranger par la prochaine heure, dans la prochaine heure. Pas vous faire déranger ni par les amoureux, ni par les chats, ni par les enfants, ni par aucune partie de vous qui viendrait saboter ce merveilleux moment que vous pouvez passer avec nous. Donc, nous sommes là ensemble et c'est bon d'être ensemble. C'est bon pour vous, mais c'est bon pour moi. Je sais que c'est bon pour Marjolaine aussi. Alors c'est bon pour tout le monde. Donc, je vous rappelle que Humanitum, c'est dédié au développement humain. Puis je lisais quelque chose d'intéressant cette semaine. Je disais, développement humain, en fait, c'est pas vraiment du développement humain. La personne disait, c'est plutôt de l'actualisation de quelque chose qui est déjà là en vous. Et en réalité, c'est ça. Et c'est ça qu'on amène dans tous nos moments présents le dimanche. Cette idée que vous avez déjà à l'intérieur de vous tout ce que vous avez besoin pour cheminer. Tout ce qu'on fait, c'est réouvrir des portes, c'est de recréer des nouveaux accès. Des fois, c'est de créer des nouveaux chemins intérieurs. Parce que le chemin qu'on a pris, il est un peu embourbé. Des fois, c'est plein de grosses roches, puis c'est plein de mauvaises herbes dans ce chemin-là. C'est difficile d'avancer. Alors, l'idée, c'est de créer des nouvelles manières de penser. Puis vous le constatez à chaque dimanche comment c'est possible. Je reçois souvent des messages du cheminement que vous faites. Alors, c'est encourageant. Puis quand vous nous le partagez, c'est encourageant aussi pour les autres. Parce qu'il y a quand même des personnes pour qui croire au changement, c'est encore difficile. Il y a des gens, ils ont besoin que ça se manifeste pour savoir que c'est possible. Moi, je suis plutôt du genre, si on me le dit, j'y crois. Alors des fois, ça a ses inconvénients. Je crois sur parole. Donc des fois, je lis des affaires, puis je suis convaincue que c'est vrai, juste parce que quelqu'un l'a écrit. Bon, des fois, il faut faire ces vérifications quand même, mais puis il y a des personnes, mais elles ont besoin de savoir que ça s'est fait pour d'autres, pour y croire. Ah, parce qu'elle a réussi à changer. On a eu un beau témoignage la semaine dernière de Annie là, qui nous parlait de ses filles. Puis c'est là qu'on voit que finalement, on peut changer à tout moment et puis tout peut se produire. Qu'est-ce qu'on disait il y a quelques semaines? Tant qu'il y a de la vie, tout est possible. C'était ça. C'était Thich Nhat Hanh qui disait ça. Thich Nhat Hanh qui était un grand promoteur de l'amour inconditionnel, l'amour de soi. On va parler de ça aujourd'hui. Je ramène ce sujet parce que ce sujet-là, il revient constamment dans mon bureau. Il revient constamment dans mes journées de constellation familiale. Ça revient constamment. Comme si c'était une bête curieuse à apprivoiser, l'amour de soi. Les gens, quand on en parle, ils disent « je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. C'est quoi ça, l'amour de soi ?» Alors, je ne dis pas que je vais vous dire exactement c'est quoi l'amour de soi, mais l'idée, c'est ce qu'on fait chaque dimanche. L'idée, c'est de s'arrêter, se déposer, prendre vraiment une vraie pause de notre quotidien. Déjà, c'est une pause physique qui nous permet de
de respirer autrement, de ramener de la conscience dans notre respiration. Chaque dimanche, vous m'entendez dire ça. Ramener de la conscience dans votre présence. Ramener de la conscience dans votre mode de pensée. Donc de s'arrêter, puis du fait qu'on le fait chaque dimanche, ça peut devenir plus facile de le faire dans le quotidien. Peut-être que parmi vous, il y en a qui y pensent, lundi, mardi, de se dire, tiens, je me fais mon petit moment présent à moi. Et puis donc de se déposer, de s'arrêter dans le but de se re-questionner, peut-être on pourrait dire, de revisiter nos manières de faire les choses, de revisiter notre perception des choses. Parce que des fois, c'est juste ça. Des fois, j'ai juste besoin de voir autrement. Des fois, c'est aussi simple que ça, le changement. Puis des fois, c'est d'avoir des nouvelles idées pour faire les choses autrement. Des fois, ça va être une prise de conscience. Dans chaque moment présent, il y a des perles comme ça qui ont été déposées. Et puis, chacun et chacune ici, vous attrapez les perles qui font votre affaire. Vous attrapez ce qui résonne avec là où vous êtes aujourd'hui. Puis, il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Vous pourriez réécouter ce moment présent d'aujourd'hui, vous pourriez le réécouter dans quelques semaines, puis c'est autre chose qui attirerait votre attention. Parce que c'est toujours en lien avec où vous êtes rendu là, maintenant, en ce moment. Alors l'idée, c'est juste d'être là, d'être... Souvent, quand j'anime des constellations familiales, je dis aux personnes d'être là simplement avec les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, puis le cœur ouvert. C'est juste de permettre à la vie, permettre aux idées de vous toucher. Donc, c'est de se laisser toucher. Alors, c'est ça qu'on fait ici, dans cet espace. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on se retrouve. Alors, vous savez que j'aime vous inviter à vous assurer que vous êtes déjà installé confortablement et puis que vous laissez aussi la respiration faire son œuvre. Des fois, c'est au moment où je le dis que les gens se rendent compte que « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de respirer profondément. » Alors, ça fait partie de la posture de respirer profondément, de laisser l'air entrer, d'allonger l'inspiration et puis de laisser l'air sortir. C'est ça. Et moi, j'aime toujours proposer de faire ça en douceur. Toujours en douceur. En conscience. Comme si cet acte de respirer, c'était une façon de rendre grâce à la vie qui vous a été donnée. Puis qu'on prend pour acquis. On prend ça pour acquis jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça a une fin.
Hier, j'entendais l'interview d'une jeune fille qui a 20 ans. Peut-être vous la connaissez, j'ai oublié son prénom. Elle fait parler beaucoup d'elle sur les réseaux sociaux actuellement, TikTok, Instagram. Et elle partage son témoignage parce qu'elle vient d'être diagnostiquée, puis on lui donne, je pense, 2 ans ou 3 ans à vivre. Elle a une maladie dégénérative sévère. Donc elle a 20 ans, puis elle sait qu'elle ne fondera pas de famille, qu'elle ne pourra pas réaliser ses projets. Et elle est en même temps dans un état de joie et elle disait dans l'entrevue, je fais tout ce que j'ai envie de faire avant de partir. Donc elle fait tous les voyages qu'elle a envie de faire, elle rencontre toutes les personnes qu'elle a envie de rencontrer, elle met l'accent sur le temps qui me reste à vivre, voilà comment je veux le passer. Puis quand je l'écoutais, je me disais, c'est donc dommage d'agir comme ça seulement parce qu'on sait qu'on a un diagnostic. Pourquoi pas le faire là tout de suite, même si on est bien, heureux, en bonne santé. Pourquoi pas se dire, non, je vais faire comme si c'était mes dernières années. En tout cas, sa joie de vivre, c'était touchant. Elle passait des beaux messages. Donc finalement, ça revient un petit peu à ce que Jean d'Ormesson, il disait, je le cite souvent parce que j'aime tellement cet homme-là, quand il disait « J'ai décidé d'être heureux malgré tout ». Malgré tout ce que la vie peut m'avoir servi. Et je connais des histoires de personnes qui sont là ce matin et je sais qu'il y a des histoires qui sont vraiment, disons, moins faciles que d'autres. Et des personnes aussi qui ont décidé de quand même croire à la vie et quand même s'en remettre à plus grand. Ah, il y a toutes sortes d'histoires. Alors, j'imagine que vous êtes bien connectés avec vous, même si vous entendez ma voix. Parce que l'idée, c'est ça, c'est d'être là avec vous. Puis bien sûr que la respiration, ça aide. La posture, ça aide. L'immobilité, ça aide. L'intention aussi, ça aide. D'émettre l'intention, par exemple, de retirer le meilleur du moment présent d'aujourd'hui. Puis vous savez, chaque dimanche, j'aime aussi qu'on prenne quelques instants pour chacun et chacune aller dans son cœur et puis aller puiser dans cet espace-là plein d'amour, plein de pensées d'amour, puis de les envoyer, de les diriger vers quelqu'un. Je ne sais pas vers qui vous avez envie de diriger vos pensées aujourd'hui. Qui dans votre entourage aurait besoin d'amour? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a quitté, qui est décédé il n'y a pas longtemps ou il y a très longtemps? Peut-être c'est un inconnu que vous avez croisé dans la rue.
Moi, ce matin, je dirige mes pensées vers Claudine, qui n'est pas là avec nous ce matin. Elle vit certaines difficultés. Elle m'a écrit ce matin et puis j'envoie toutes mes pensées vers elle. C'est ça. Et profitez de ce moment-là, ce moment où vous envoyez de l'amour. Est-ce que ce n'est pas une façon de s'en envoyer à soi aussi? C'est ça. Très très bien. Là, vous pouvez vraiment vous permettre, là maintenant, de laisser aller les dernières préoccupations, peut-être les dernières tensions dans votre corps. Vous avez laissé la respiration aller et venir. Et elle a trouvé son rythme. Vous pouvez laisser votre mental se déposer. Et vous pouvez laisser votre souffle vous guider pour toute l'expérience. Comme si vous lui remettiez les clés à votre souffle. C'est ça. Puis je ne sais pas pour vous, c'est comment d'aborder cette notion d'amour de soi. Je ne sais pas si vous avez réussi à bâtir un lien bienveillant avec vous-même. Ou bien si vous remettez en question votre nature profonde, si vous remettez en question qui vous êtes, si vous remettez même en question la pureté de votre être. Ça fait sourire des fois ça. Quand on dit à quelqu'un que, en réalité, il est un être pur. Il n'y a pas beaucoup de monde que je connais qui se considère comme un être pur. Ouais. Et c'est vrai que c'est un petit peu abstrait cette idée-là d'amour de soi. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui, quand on en arrive au constat de devoir apprendre à s'aimer, beaucoup de personnes qui tout de suite me posent la question, mais comment on fait ça ? Puis, j'imagine que s'aimer, ça doit être vraiment important parce que, en même temps, on en parle partout. On dit que l'amour, c'est ce qui guérit tout. L'amour, c'est ce qui est le plus important. Et il y a plein de gens qui vivent loin de l'amour.
Alors c'est vrai que quand on parle d'amour, on parle d'estime aussi. Et l'estime, c'est quelque chose qui vient à l'origine, ça part de l'extérieur. C'est à partir du regard de l'autre qu'on bâtit notre estime. Le tout premier regard que vos parents ont posé sur vous, par exemple, ça a commencé à bâtir votre estime. Juste par exemple, de naître garçon quand le parent espérait une fille ou le contraire, premier regard, déception. Ça part mal. Ça peut être intéressant de vérifier avec notre parent, c'est quoi le premier regard qu'il a eu sur nous? Donc, le regard des personnes qui sont importantes pour nous, c'est sûr que ça va avoir de l'impact sur notre propre appréciation de nous-mêmes. C'est fou parce que c'est comme si on adhère à ce que l'autre va penser. On donne tout de suite le crédit à l'autre. Si l'autre pense que j'ai pas été très très bonne dans ma performance, je vais penser que j'ai pas été très très bonne. C'est rare les gens qui vont se dire « Bah, toi tu penses ça, ok, moi je pense le contraire. » Alors avec l'estime, il y a toute cette question de valeur. Ce que je vaux. Ça me fait toujours sourire quand j'entends les publicités de L'Oréal. Leur phrase slogan, là, c'est « parce que je le vaux bien ». Et ils ont trouvé le ils ont trouvé le filon, hein, parce que c'est ça en fait. C'est bien en même temps parce que c'est une phrase qui du coup revient dans l'esprit populaire, collectif. Oh je fais ça parce que je le vaux bien. Merci L'Oréal. Alors c'est sûr que on est un peu comme la somme de toutes les remarques qui se sont faites à notre égard. Donc, s'il y a eu plus de critiques à notre égard, répétition, des reproches, des critiques, des fois de l'intimidation, des abus même, des abus verbaux, du dénigrement. Si ça a plus été ça, on finit par devenir, surtout quand ça s'est répété, on finit par devenir la somme de toutes ces critiques à notre égard. Et on devient ça. Parce qu'on accorde plus d'importance à ce que l'autre va penser de nous que nous-mêmes. Parce que pour pouvoir penser du bien de nous, il faut avoir une bonne estime. Alors si l'estime n'a pas pu se construire, l'estime se construit avec les encouragements, avec la reconnaissance du succès, de ce qu'on a réussi, même si on ne l'a pas réussi. Toutes les
les marques d'attention, les regards, les mots. Tout ça, c'est ce qui construit l'estime. Et c'est souvent dans les premières années que ça se passe. Cette semaine, j'ai travaillé avec une jeune fille. Elle se promettait beaucoup de changements, ça fait quelques fois que je la rencontre. Puis finalement, on a réalisé que systématiquement, elle sabotait les décisions qu'elle prenait de changement. Comme elle voulait refaire du sport, elle s'en allait à la salle de sport, elle rentrait dans la salle de sport, puis arrivée là, elle figeait, puis elle retournait chez elle. Puis on a essayé de décortiquer un petit peu son processus de sabotage. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi, de vous promettre des choses. Ah, je vais faire ça parce que c'est bon pour moi. Puis finalement, vous vous rendez compte à la fin de la journée que vous ne l'avez pas fait, à la fin de la semaine non plus. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous vous promettiez à vous-même. C'est des promesses que vous n'avez pas tenues. Alors à un moment donné, elle me dit quand mon père il vient avec moi, je le fais. Je dis ah, ok. Puis en explorant un petit peu, tiens, pourquoi ton père il fait ça pour toi quand il vient? Elle dit, il veut m'encourager. Pourquoi il fait ça pour toi? Pourquoi il veut t'encourager? Parce qu'il m'aime. Ok. Et là, je lui dis donc, qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour arrêter le sabotage? Ça a pris du temps, hein, j'ai laissé le silence. Et à un moment donné, elle dit que je m'aime. Mais elle a dit ça comme si ça sortait de... Comme si ça n'avait jamais été une possibilité pour elle. Et là, elle me dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Et j'ai vu tellement de terreur dans ses yeux à cette idée-là. C'était impensable pour elle. Ça m'a vraiment étonnée parce que je sais que ses parents, ils l'aiment et puis ils prennent soin d'elle. Des fois, c'est incompréhensible. Alors, à mon bureau, il y a un couloir, puis il y a un très grand miroir dans le couloir. Alors, je l'ai fait mettre debout, et je l'ai amené dans le couloir. Puis, je me suis mis devant le miroir, je l'ai invité à me rejoindre quand elle a vu qu'il y avait un miroir. Elle m'a dit non, je veux pas. C'était fascinant. Alors, avec bienveillance, j'ai réussi à l'amener devant le miroir. La tête baissée, incapable de se regarder. J'ai dit, mais est-ce que des fois tu te regardes dans le miroir? Non. Vraiment, on partait de loin. Et elle a fini par avouer qu'elle se détestait même. Elle détestait ce qu'elle était. C'était comme un déchet. Et il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui des fois se demandent, puis peut-être c'est votre cas, pensez-y un instant, des personnes qui arrivent qui se demandent, mais qu'est-ce qui les empêche d'aller de l'avant? Pourquoi ils ne mettent pas leur projet à exécution? Pourquoi ils ne vont pas au bout de leurs rêves ou juste de leurs désirs? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce qui est bon pour eux? Pourquoi ils ont tant d'hésitation, de frein, de procrastination? Pourquoi c'est difficile des fois de s'exprimer, d'aller de l'avant, de se manifester, de se motiver, de se réaliser? Pourquoi avoir peur autant de sauter ou
ou des personnes qui vont me dire pourquoi j'ai choisi un partenaire de vie qui peut pas m'aimer, pourquoi j'ai choisi un patron qui me dévalorise, pourquoi je me retrouve dans des scénarios qui toujours me rabaissent, ou pourquoi je vis tout ça, pourquoi les gens posent ces questions-là. Et si c'était une question d'amour de soi, tout simplement. Parce que cette jeune fille, ça fait quelques fois qu'on se rencontre, et bon, ça a quand même évolué dans la séance. Et à la toute fin, elle a pris conscience qu'en réalité, tout était là. Parce que quand je lui posais la question que quand elle allait davantage s'aimer, qu'est-ce qui allait être possible, waouh, la liste de choses qu'elle m'a sorties, c'est incroyable. Alors des fois, c'est parce que notre environnement nous a pas encouragés ou nous a fait sentir disons, quand on a vécu de la dévalorisation, comme je disais tout à l'heure, on permet à l'adulte d'avoir raison. On disait ça la semaine dernière, que l'enfant ne va jamais remettre en question la vie de son parent. Donc, on porte dedans de nous un petit enfant qui peut avoir subi la dépréciation. Et puis, ce petit enfant-là, il va contaminer l'adulte. Alors, quoi que nos parents aient pu nous dire, puis je parle en connaissance de cause, parce que moi je viens déjà d'une famille où on était beaucoup dans la dévalorisation, mais je viens aussi d'un pays où on est beaucoup dans la dévalorisation. C'est la culture presque. Le négatif, on voit toujours ce qui est négatif chez vous avant de voir ce qui est positif. Alors, il y a des cultures en plus comme ça. Mais malgré ça, quoi que nos parents aient pu nous dire ou nous faire, on va continuer à les aimer. Et par ce fait-là, on achète. On achète ce qu'ils ont dit de nous. Alors que des fois, en réalité, ils ne le faisaient même pas pour faire mal. Alors on a continué à les aimer, ce qui fait qu'on a continué à entériner tout ce qu'ils nous ont dit. Et vous savez que notre esprit, il n'oublie rien. Tout est là, tout est archivé. Donc, ça, c'est en partie une réponse pour dire qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui m'empêche de faire les choses qui me rendraient heureuse? Parce que qui dit faible estime, ça dit aussi faible confiance.
Donc ça peut être intéressant de faire l'exploration de toutes les phrases qu'on a entendues à notre sujet. C'est quoi les mots qui nous ont fait le plus mal? Les mots ou bien les situations? Des fois, il y a des situations qui nous ont humiliés. C'est quoi les paroles qui ont été prononcées à notre égard et qui contribuent aujourd'hui à ce que peut-être j'ai moins d'estime de moi. Parce que ces paroles-là, si vous pouvez vous en souvenir, bien souvent elles sont devenues des croyances. Il y avait une phrase qui se disait beaucoup chez moi, c'était « t'es bonne à rien ». T'es bonne à rien. Ben, moi, j'ai cru longtemps que j'étais bonne à rien. Et même à l'époque où j'ai commencé à changer, à cheminer, où je savais que cette phrase n'avait aucun sens et qu'elle n'était absolument pas la réalité, ben pourtant, c'est difficile de s'en défaire. Donc juste de prendre conscience de ces mots-là pour cesser de leur donner du crédit. Plus on en prend conscience et plus on peut se détacher du pouvoir que ces mots-là ont sur nous. Parce que quand on laisse ces mots-là avoir du pouvoir sur nous, c'est comme si on se maintient dans une zone intérieure, une zone de non-amour. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une zone de non-amour? Ben, on va espérer que les autres à l'extérieur, eux, vont nous aimer. Aimez-moi, s'il vous plaît. Alors alors là, on est fort. Là, on peut faire plein de choses pour aller chercher l'amour des autres. Donc ça, on sait faire, on sait porter attention aux autres. D'ailleurs, la jeune fille en question que j'accompagne, alors elle, c'est fascinant parce que autant elle se déteste, mais alors elle a un amour infini pour les gens autour d'elle. Elle se donne, elle est d'une générosité, elle est attentionnée aux autres. Elle parle des autres, elle est capable de nommer leurs qualités. Alors c'est ça en fait, souvent on va être capable de reconnaître ça chez l'autre bien avant nous-mêmes. Et on se trouve à faire du bien en prenant soin des autres. Parce qu'on va espérer bien sûr qu'en retour, ils vont nous aimer. Ils vont faire ce que nous, on ne sait pas faire pour nous. Donc c'est fou comment des fois on peut avoir de la bienveillance pour l'autre, on peut avoir de la compassion, on peut reconnaître ses blessures, on peut lui pardonner, on peut cultiver du non-jugement. On va accepter l'autre comme il est, on va
Et en même temps, on va pas réussir à l'avoir pour soi. Alors que pourtant, on dit que je peux vraiment aimer les autres que si je m'aime moi-même. Mais en même temps, j'attends de voir ça dans le regard de l'autre pour y croire. Puis cet amour-là, il a plein de manières de s'exprimer. C'est sûr que c'est un sentiment, mais ça peut se manifester dans des actions, dans des paroles, dans des gestes. Et il y a plein de façons de manifester l'amour. En réalité, quand on le voit comme ça a l'air facile. Ça voudrait dire que juste en retournant ces gestes-là vers vous, ce serait déjà un début de s'aimer soi. Ce que j'accorde à l'autre, est-ce que je suis capable de me l'accorder à moi? Le crédit que je donne à l'autre, est-ce que je suis capable de me le donner à moi? L'attention que je porte sur l'autre, est-ce que je suis capable de me la donner à moi? Comme ça a l'air facile. Et pourtant, comme je disais en début, il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent d'un manque d'amour. Alors, qu'est-ce qui nous a éloignés de l'amour? Parce qu'à l'origine, l'amour est là quand vous arrivez. Vous êtes né amour. Ça fait toujours sourire quand je dis ça. Vous êtes venu au monde avec le potentiel infini d'amour. Vous savez, un bébé, il a du potentiel pour beaucoup de choses. Un bébé, il a le potentiel de parler toutes les langues du monde, par exemple. Quand on y pense. Il va parler la langue qu'on va lui parler. Un bébé, si vous le mettiez un mois à parler une langue, un mois à parler une autre langue, un mois, il pourrait parler toutes les langues. Le bébé, il a le potentiel de parler toutes les langues du monde. Le bébé, il a le potentiel, au cours de sa vie, de tout faire ce qu'un être humain est capable de faire. Le bébé, il a le potentiel. Et le bébé, il a aussi le potentiel d'amour infini. Son potentiel, il est infini. Si vous y repensez à un moment, là, puis que vous essayez de revenir à l'état de bébé que vous avez été, avant qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne restreindre ou salir la pureté de ce que vous étiez. Vous avez juste à regarder un petit bébé qui dort. Et notre amie Rosa, qui vient d'être grand-maman, qui nous envoie plein de photos de son petit-fils. Puis à chaque fois, elle écrit « Qu'est-ce qu'il est beau !» Mais oui, vous regardez le visage de ce petit être-là, waouh! C'est d'une pureté, ça nous touche directement dans le cœur. On le voit, puis on a les larmes qui coulent. C'est quoi ça? Quand vous voyez un adulte dans la rue, ça ne vous fait pas cet effet-là? Pourquoi ce petit être-là, il nous fait cet effet-là? Ben oui, on est en contact direct avec cette pureté. Et
C'est parce que ça nous rappelle aussi qu'on a été ça. Tout le monde ici, vous avez été ça. Ah, imaginez si vous vous présentiez au monde avec la même physiologie que vous aviez quand vous êtes né. Ce petit bébé et tout. Pur. D'ailleurs, des fois, quand on voit certains êtres, je parlais de Thich Nhat Hanh tout à l'heure qui faisait beaucoup la promotion de l'amour. Son visage, c'était ça en fait. Il y avait la même sagesse, pureté, douceur que ce qu'on voit avec un bébé. Alors donc, on est arrivé dans ce monde avec tout ce potentiel d'amour. Et puis, c'est sûr que notre environnement nous a amenés à développer toutes sortes de mécanismes de survie, des stratégies. Et on n'a pas eu le choix, on a été parachuté dans une famille, dans un milieu. Et ce milieu-là, il nous a un petit peu obligés à nous éloigner de cette zone d'amour. Donc, toutes sortes de stratégies qui nous ont détournés de l'amour. Puis qui nous ont mis dans des nouvelles zones qu'on a fabriquées, qui étaient des zones de sécurité, mais qui n'étaient pas des zones d'amour. On n'a pas su à cet âge-là que l'amour, c'était une force. Alors on n'a pas considéré que c'était sécuritaire. Alors on a développé toutes sortes de façons de sortir de la zone d'amour. Puis ces façons-là, des fois on arrive 30 ans, 40 ans, 50 ans, on fait encore ça. Quand on se dévalorise par exemple, des fois on n'a plus besoin des autres, on fait ça soi-même. Je ne sais pas vous, de quelle façon est-ce que vous quittez la zone d'amour? Puis, je suis certaine qu'ici, tout le monde va reconnaître au moins quelque chose qu'il fait, qu'elle fait. Quand on se dévalorise, quand des fois on reste dans une relation qui n'est pas bonne pour nous, voire même toxique. Quand on est toujours en recherche de perfection chez soi. Tiens, moi je suis bonne pour ça. Ou chez les autres. Quand vous négligez vos besoins, par exemple. Les besoins physiologiques, le sommeil, l'alimentation, tout ça. Puis d'autres besoins aussi. Quand vous négligez vos besoins, quand vous dites oui, alors qu'au fond de vous, ça disait non. Quand vous ne respectez pas vos limites. Quand vous laissez les autres abuser de votre gentillesse, par exemple. Quand vous ne réclamez pas ce qui vous est dû. Quand vous manquez de patience, que vous vous amenez à un degré d'impatience. Ou quand vous évitez de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Quand vous procrastinez,
quand il s'agit de vous, de votre bonheur, de vos projets. Quand vous refusez les compliments, il y en a qui se reconnaissent là. Quand vous refusez les compliments, quand vous refusez l'abondance, quand vous refusez qu'on vous redonne, qu'on vous donne à vous aussi. Quand vous ne prenez pas soin de vous, de votre apparence, de votre hygiène même. Quand vous reportez toujours la faute sur les autres. Quand vous faites passer tout le monde avant vous. Il y a plein d'autres façons encore, mais déjà là, je suis sûre que vous avez peut-être reconnu une petite affaire, ou deux, ou trois. Donc tout ça, c'est des schémas de non-amour. C'est le contraire de l'amour. L'amour ne peut pas circuler dans ces schémas-là. L'amour, pour circuler, elle a besoin qu'il y ait d'autres sortes d'énergie. L'amour, c'est vivant, ça vibre, c'est libre, ça circule, ça s'exprime, ça se donne, ça se reçoit. C'est tout ça l'amour. Puis en réalité, ça peut être une bonne raison de s'aimer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, puis j'en rencontre aussi régulièrement, des gens qui ont envie d'impacter le monde, des gens qui ont envie de faire une différence dans le monde. Et moi, je suis convaincue que si je m'aime davantage, je vais inspirer davantage. Je vais faire plus de différence dans le monde. Je vais avoir plus d'impact dans le monde. Je pense que je ne peux pas vraiment impacter si j'ai pas moi parcouru ce chemin-là vers moi. Si j'ai pas développé mon histoire d'amour avec moi-même. Et c'est Oscar Wilde qui disait que l'amour de soi, c'est une idylle qui finit jamais. Alors, si vous voulez une histoire d'amour qui dure toute la vie, ça c'en est une. Alors c'est sûr que je peux aimer l'autre, parce qu'en réalité, l'amour de soi, c'est aussi lié à l'amour de l'autre. Bien sûr, je peux cultiver des sentiments vers l'autre, de bienveillance, de compassion. De regarder l'autre en l'acceptant tel qu'il est. Mais pour pouvoir aimer l'autre à ce degré d'amour, on dit qu'il faut s'aimer soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça date pas d'hier. Hein. Donc, si je pense à la jeune fille qui était dans mon bureau, aimer l'autre, c'était plus facile que s'aimer soi. Alors que pourtant, je vais aimer l'autre différemment si je m'aime d'abord. Alors s'aimer,
ça veut dire aimer tout. Puis on ne réalise pas encore là que des fois on s'aime, mais on aime certaines parties de nous. On s'aime, mais on n'aime pas ses défauts, on s'aime, mais on n'aime pas ses imperfections. Ah, je m'aime, mais j'aime pas la tache que j'ai sur le nez, par exemple. Et ouais, toujours un petit truc. Bon, c'est une blague, mais hein, si on y pense là, il y en a des choses que vous n'aimez pas de vous. Que ce soit physique, que ce soit dans votre tempérament, votre manière de réagir. Est-ce que des fois, est-ce que vous vous haïssez dans votre manière d'aborder certaines situations? Ah, j'ai encore manqué mon coup. Je n'ai pas dit la bonne affaire. Ah, je suis nulle. J'ai entendu ça des fois. Je suis donc innocente. Ah, je la trouve dure cette phrase. C'est dur de penser ça de soi. Voyons. Est-ce que j'ai fait de mal pour que je me traite comme ça? Mais voyez-vous, on peut glisser facilement si on ne s'observe pas. On peut glisser, même avec la meilleure volonté du monde, je veux me faire du bien, je veux m'aimer. Si je commence à observer vraiment tout ce que je me dis sur moi-même, alors, choisir de vivre dans une zone intérieure d'amour. Puis tout ça, ça va passer par le cœur. Il y a quelqu'un qui me posait cette question-là il n'y a pas longtemps. Comment tu sais que l'amour est dans le cœur? C'est vrai. Je vous ai dit au début, moi je crois ce que je lis, je vérifie pas. Ça fait du sens pour moi. Alors j'y crois. L'amour est dans mon cœur. Ok, alors ça passe par le cœur. Et vous savez que le cœur, c'est des milliers de fois plus puissant que le cerveau. Et vous savez, je vais vous donner une autre bonne raison de vous aimer. Réalisez ça. Réalisez l'importance de s'aimer. C'est qu'en fait, toutes les émotions que vous vivez, les émotions et les sentiments que vous vivez, qui découlent de vos pensées, donc il y a énormément de pensées qui circulent en vous, il y a aussi toutes ces pensées négatives éventuellement que vous manifestez envers vous. Mais tout ça, ça impacte notre système. Parce que bon, ça crée... il y a plein de substances chimiques qui sont déversées à l'intérieur de nous, puis qui impactent notre énergie, qui impactent notre système immunitaire. Donc, si vous cultivez des pensées comme celle-là, de dénigrement, de dévalorisation, ça maintient une énergie basse déjà à l'intérieur de vous, parce que c'est des vibrations qui sont basse fréquence. Tout ce que j'ai nommé qui était du non-amour, ajouter à ça du stress, de la peur, tout ça là, ça produit un paquet d'éléments biochimiques qui viennent affecter votre système.
Puis, c'est même pas moi qui le dis, hein, la science, elle l'explique bien aujourd'hui, mais en réalité, ça a toujours existé. Même dans les traditions ancestrales, dans les traditions plus anciennes. On l'a toujours dit, que ce qu'on cultive dans notre cœur, c'est une clé pour notre santé, pour notre bien-être. Alors, je pense que c'est Voltaire qui disait j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. On pourrait changer un peu la phrase puis dire j'ai décidé de m'aimer parce que c'est bon pour la santé. Donc juste de prendre conscience de l'impact que le non-amour de vous-même a sur votre corps, sur votre longévité, la longévité de vie, sur votre bien-être. Dans le passé, j'ai fait beaucoup d'ateliers sur le décodage biologique, hein, tous les liens qu'il y a entre le corps et l'esprit. En PNL aussi, on utilise beaucoup ça. Et personnellement, c'est juste, hein, vous pouvez adhérer à cette idée-là ou pas, ou vous renseigner là-dessus, mais on sait de plus en plus que beaucoup de maladies découlent d'un manque d'amour pour soi. Alors juste ça, c'est vraiment une bonne raison. Une bonne raison, si vous ne savez pas le faire, d'apprendre à le faire. Et puis, si vous êtes déjà sur ce chemin-là, vous dépêchez d'amplifier ça sans attendre. Puis comme je disais, la bonne nouvelle, c'est que vous savez déjà le faire. Alors vous pouvez décider aujourd'hui que vous renversez les mécanismes, que vous passez de dévalorisation à valorisation, de dépréciation à appréciation, de négatif à positif. Puis même si au début ça vous paraît pas naturel, la jeune fille, cette semaine, elle est partie avec quelques phrases que je l'ai invitée à répéter le matin quand elle se réveillait, prendre un petit miroir, de se regarder puis de répéter quelques phrases. Alors on a testé ça ici ensemble et pour elle ça sortait de sa bouche mais il n'y avait rien sur lequel elle pouvait s'accrocher, c'était pour elle irréel ces mots-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous fiez pas à ça. La répétition, c'est ce qui permet de trouver des façons de s'accrocher. Puis si ça vous fait du bien, vous trouverez des façons de répéter. Donc de pratiquer quelque chose qu'on appelle, peut-être vous avez entendu ça déjà, l'auto-louange. C'est juste d'amplifier
l'appréciation de soi. Parce qu'on est des humains, ben oui, ça passe par les mots. C'est vrai que les mots, ça a pu nous faire du mal, alors les mots, ça peut nous faire du bien. J'ai déjà vu des gens s'écrire une lettre à soi-même, de se rendre grâce à soi-même, d'écrire un poème sur soi-même. Ça aussi, c'est une pratique ancestrale, l'auto-louange. En réalité, tout ce que vous pourrez faire envers vous, avec la conscience que c'est bon pour vous, déjà là, vous allez produire intérieurement des effets. Déjà là, vous pouvez augmenter votre énergie. Et d'émettre aussi cette intention qu'à partir de maintenant, vous recréez une zone d'amour à l'intérieur de vous. Comme vous savez déjà le faire, même si vous avez oublié. Juste de faire confiance. Comme si vous pouviez autoriser d'être touché de nouveau par l'amour. Peut-être même que vous aurez envie de vous connecter à une source d'amour plus grande, juste pour recréer cette connexion. Puis de permettre cette circulation. Et c'est là que votre respiration aussi est importante, parce que c'est le souffle qui peut faire circuler l'amour. Et juste de réaliser que c'est peut-être beaucoup plus proche de vous que vous le pensiez. Et si même vous permettiez que l'amour devienne votre principale ressource. Si vous permettiez que l'amour devienne l'élément qui va aider toutes les prochaines transformations que vous allez faire. Si vous décidiez vraiment de replacer l'amour au centre de votre vie. Comme si vous pouviez ressemer plein de graines d'amour. Si vous pouviez vraiment inonder toutes vos pensées avec des mantras, avec des expressions qui vous valorisent, que vous y croyiez ou pas, juste d'inonder vos pensées. Et vous verrez que des pensées comme celle-là génèrent d'autres pensées comme celle-là. Là, vous pouvez vraiment créer le cercle vertueux à l'intérieur de vous. C'est ça. C'est comme ça que vous pouvez permettre une nouvelle expansion aussi à l'intérieur de vous.
c'est comme si vous reveniez à quelque chose d'originel. Vous revenez là. C'est comme de revenir à la maison. Puis au début, vous pouvez expérimenter ça des fois quelques instants par jour, quelques minutes. Puis vous pouvez étendre ça à quelques heures. Puis vous verrez que ça pourrait devenir un état naturel, que plus personne pourrait remettre en question. Et puis vous pourriez alors avoir une toute autre influence autour de vous. Comme je disais tout à l'heure, je peux faire vraiment une différence dans le monde. Si je veux faire une différence dans le monde, ça passe par l'amour de soi. Comme si chaque acte d'amour peut rendre le monde meilleur. Comme si vous aimer, c'est participer à rendre le monde meilleur. Vous aimer, c'est participer à la beauté du monde. Et vous pouvez laisser cette idée-là faire son chemin. Juste d'imaginer ce qui serait différent dans votre vie. Si vous étiez pleinement aimant pour vous-même. Juste d'imaginer ce qu'on percevrait de vous et comment vous aborderiez le monde différemment. Et rendu là, on n'a même plus envie de se dire je ne sais pas comment faire, on a juste envie de se dire c'est comme ça que je veux vivre les années qui me restent à vivre. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Puis vous savez que même quand vous ne savez pas comment faire quelque chose, vous avez juste à semer l'intention à l'intérieur de vous. Et vous connaissez la puissance de votre inconscient. Il trouvera sûrement un chemin pour y aller. C'est ça en fait, c'est que quand vous mettez l'intention à l'intérieur de vous,
Quand vous mettez cette intention avec vraiment une détermination, une volonté, un désir, ça fait exactement la même chose que, vous savez, on dit que l'eau trouve toujours un chemin pour sortir. Donc, même s'il n'y a pas de chemin, l'eau, elle a besoin de circuler, alors elle circule. Elle finit par se faire trouver une faille pour pouvoir. Ben, c'est pareil avec les idées que vous mettez dans votre esprit. Si vous semez cette intention-là, votre inconscient va trouver le chemin pour se rendre. Alors vous savez qu'il y a toujours une petite partie de vous qui peut rester connectée avec l'expérience, pendant que la plus grande partie de vous peut revenir ici et maintenant. C'est ça. Très très bien.